Boker Tov, ce matin, je vous ai ramené les pouvoirs de vente qu'on va remettre à la Rabbanout. Il va falloir remplir les cases en mettant vos coordonnées, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone. Et pour ceux qui voyagent, éventuellement, s'ils laissent la clé ici à Natania, leur voisin, alors qu'ils indiquent où se trouve la clé. Sinon, le goy pourra vous joindre par le biais du numéro de téléphone pour savoir comment venir récupérer le hametz qu'il a acheté. Parce que la vente est une vente sérieuse, définitive, et le hametz lui appartient totalement. Il s'engage à payer la contre-valeur, et le Rav Arashi de Natania, donc ici à la Rabbanout, est quelque part votre délégué. Il est mandaté par vous pour réaliser la vente de votre hametz au goy. Cette mechira, cette transaction commerciale doit répondre à tous les critères de la halacha, à savoir que sur le plan juridique, il faut qu'il y ait un vrai transfert de propriété. Le hametz qui appartenait au Israël, désormais appartient au goy. Et comment est-ce qu'on va avoir cette transaction, ce transfert de propriété? Il faut faire un acte d'acquisition valable. Quels sont les actes d'acquisition d'un objet quelconque? Lorsqu'il s'agit de l'immobilier, on connaît les règles, c'est karkar niknit bekesef bishtar ou bechazaka. Il y a des formules d'acquisition. Mais là, on n'est pas dans l'immobilier, on est dans le mobilier. C'est-à-dire le hametz qui est mobile. Mais vous allez voir qu'on aura recours également aux kinyanim qui correspondent à l'immobilier. On va expliquer pourquoi. Quels sont les actes d'acquisition que le goy va employer pour acheter tout ce hametz? Alors, premièrement, kesef. Il va verser un acompte au Rav pour vous payer. Imaginons le hametz de tous les magasins ici, de Natania, les usines de bière, de whisky, et ainsi de suite. Ça coûte 20 millions de shekels. Eh bien, il va lui vendre à 20 millions de shekels tout cela. Le goy va verser un acompte 100 shekels. Même une prouta. Ça s'appelle kesef. À partir du moment où il a donné de l'argent, pour le goy, c'est connu. Même pour un Israël, il y a une mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Est-ce qu'un juif peut acheter un objet mobile, du mobilier, avec de l'argent? Selon Rabbi Yochanan, oui. Dvar Torah Marot Konot. Pourquoi donc les Hachamim ont dit que ça ne suffit pas et qu'il faut soulever l'objet, le prendre dans la main, faire ce qu'on appelle Hagbaha ou Meshicha, le tirer. Pour quelle raison? C'est une gzera de Hachamim. Gzera Shema Yomarlo Nisrefu Hitecha Ba'aliyah. Si jamais il y a eu un incendie chez le vendeur, il ne va pas s'empresser d'éteindre le feu lorsqu'il voit que les objets qu'il a déjà vendus ont pris feu. Il va dire, mais de toute façon ce n'est pas à moi. Moi j'ai déjà touché mon argent, ça appartient à l'autre. Pourquoi je vais aller me fatiguer pour l'éteindre, ce feu? Il n'a qu'à brûler. Après moi le déluge. C'est la raison pour laquelle Hachamim lui disent, non. Tu as touché l'argent, l'objet que tu as vendu, puisqu'il est encore chez toi et l'autre ne l'a pas soulevé, eh bien il n'est pas vendu. S'il brûle et que tu n'as pas éteint le feu, tu vas devoir rembourser l'argent, parce que lui n'a rien acheté. Il t'a donné de l'argent, c'est un acompte, mais tu lui as rien donné. À ce titre-là, Hachamim ont annulé le kinyan kesef, qui est un kinyan minatora, et ils ont imposé Hagbaha ou Meshicha. Tandis que d'après Rish Lakish, c'est carrément minatora. Minatora, un objet mobile, ne peut pas être acquis avec de l'argent par un juif d'un juif. Il faut que ce soit bayad, meshicha. Pour Rish Lakish, meshicha ou agbaha, c'est un kinyan imposé par la Torah pour le kinyan du mobilier. Et pour lui, marot bichlal lokonot. Mais ça, c'est que pour un juif. Mais un goy qui veut acheter, peut acheter avec kinyan kesef. Donc on va déjà utiliser kinyan kesef. Il va verser un acompte. On va également
employer le kinyan soudar, kinyan halipin. C'est quoi? C'est un échange, c'est du troc. Je te donne un objet en contrepartie de ce que toi tu vas me vendre. Le goy va donner au Rav un keli en contrepartie du hametz de tout Natania qui lui vend en échange. Ça s'appelle soudar. Soudar, c'est un vêtement. Je vous donne par exemple ma veste, mon pull, ma cravate, je vous donne, et en contrepartie, vous me donnez. Ça, c'est du troc, c'est halipin. Ça s'appelle en hébreu halipin ou soudar. C'est d'ailleurs ce que font les rabbanim sous la choupa. Le hatan, quand il signe la ketouba, pour montrer du sérieux, il faut qu'il s'engage sincèrement. L'un des edim lui donne par exemple sa kippa, ou son stylo. En contrepartie, quand le hatan soulève le keli, il dit « Je suis mes kabel sur moi, bekinyan », c'est engagement. J'ai reçu un stylo ou une kippa, en contrepartie, je donne tout cet engagement, tout ce qui est écrit dans la ketouba. C'est ce qui va se passer. Le goy va donner un keli, en contrepartie, il reçoit le hametz. Voilà encore un kinyan. Il y a aussi un kinyan qu'on appelle kinyan hatzer. C'est quoi kinyan hatzer? Hatzer, c'est que le domaine qui vous appartient peut être un moyen d'acquisition pour vous. Exemple, moi je voudrais vous vendre ce livre. Vous voulez le livre? Oui. Avec une parole, vous avez acquis? Non. Et pourtant, si je dépose ça dans votre maison, ce livre, que je l'ai déposé dans votre maison, vous avez dit oui, je veux l'acheter, c'est à vous. Pourtant, vous n'avez pas touché, vous n'avez pas soulevé, vous n'avez pas payé, rien. Le fait d'avoir dit oui, mais comme c'est posé dans votre hatzer va acquérir à votre place. La Gemara a deux versions pourquoi le hatzer il est connu. Soit mishum yad itrebay ou mishum shlichut itrebay. Soit le hatzer c'est considéré comme la main, le prolongement de la main du Baal Habayit, comme il peut être connu avec sa main, il peut être connu avec son hatzer, soit que c'est considéré comme shaliach, le hatzer, et comme le shaliach de l'homme. De ce fait, on va dire comme ça. Quand le juif a déposé du hametz dans un placard, dans un mahsan, dans une cave, dans une pièce, eh bien on va louer au goy l'emplacement, la pièce, l'endroit où se trouve le placard posé, et ainsi de suite. Le sol sur lequel se trouve entreposé le hametz va être loué au goy. Comme ça va lui appartenir en quelque sorte, puisqu'on considère que la srirout, c'est kniya liyomé, c'est comme une acquisition provisoire, eh bien, le hametz qui s'y trouve dessus, lui est également acquis, puisque le hatzer lui appartient, le hametz que je veux lui vendre aussi lui appartient. Donc on va utiliser kinyan hatzer. Il y a également ce qu'on appelle kinyan agav. C'est quoi kinyan agav? Il y a une voiture que je voudrais vous vendre qui se trouve à Paris. Et j'ai une maison à New York. Je voudrais vous vendre les deux. Je vous vends la maison qui est à New York, et en même temps, je vous vends la voiture qui est à Paris. Mais la voiture, c'est du mobilier. Oui, mais nous avons une règle. Le mobilier peut être vendu avec l'immobilier, mais kinyan agav, en même temps. C'est ce que la Gemara dit dans Maseret Kiddushin. Nechassim she'en lahem acharayut, niknim im nechassim sheyesh lahem acharayut. Des biens qui ont une garantie, c'est l'immobilier. L'immobilier, tu peux pas le retirer, tu peux pas le cacher. Il est là. C'est acharayut. C'est une garantie valide, valable, durable. Tandis que le mobilier, la voiture elle est garantie, le lendemain tu ne sais pas où est-ce qu'elle est. Où est-ce qu'il a caché sa voiture. Alors, malgré tout, l'objet mobile peut être acquis avec un objet immobile. C'est-à-dire, la maison à New York, je te la vends, eh bien je te vends en même temps la voiture qui se trouve à Paris. Ça s'appelle kinyan agav, le mobilier en même temps que l'immobilier. C'est ce qu'on va faire. On va dire au goy, on te loue ou on te vend une parcelle d'immobilier et en même temps, tu acquiers tout le hametz qui appartient à cette personne-là, qui t'a vendu ce bien immobilier. Même si c'était 1 cm², ça suffit. On va utiliser également kinyan shtar. C'est quoi le shtar? C'est
un contrat de vente, un acte de vente. Ça aussi. Donc, tout cela, pourquoi je voulais expliquer, c'est pour que vous compreniez que les Hachamim ont adopté un minhag. À l'origine, le kinyan, c'était un vrai kinyan. Ça veut dire on donnait le hametz en main propre au goy. On lui donnait. Et on lui disait, c'est comme ça que c'est écrit dans la Tosefta, donc c'est la Mechira, elle a ses sources dans la Tosefta, comme quoi ils étaient dans le bateau, le Rav était dans le bateau avec un goy, il dit écoute, j'ai du hametz, c'est Pessah, tiens ce hametz, je te le vends. Peut-être qu'après Pessah, je te demanderai de me le revendre, si tu voudras. Très bien, tu ne veux pas, tant pis. Ça veut dire que tu as la possibilité de me le revendre à ce moment-là. Mais maintenant, je voudrais te le vendre. Et quand il lui remettait, c'était considéré comme une vente parfaite, bien qu'ils avaient l'intention ensuite de revendre. Mais pendant Pessah, c'était vendu au goy définitivement. Ensuite, on a adopté le mode de fonctionnement de cette manière pour sauver les Juifs d'un problème de Hametz, quand ils ont des grandes quantités. Alors, on a répandu le minhag. Et donc cette fois-ci, c'est pas qu'on donne au goy en main propre le Hametz. C'est là un petit peu la difficulté au niveau du ressenti, du sérieux de la vente, c'est que le Hametz, il reste chez le Juif. Et le goy, il sait même pas où est-ce qu'il est. C'est vrai que tu lui mets une adresse, mais est-ce que tu crois qu'il va venir chercher le Hametz, un demi-kilo de spaghettis, dans un coin et recoin du fond de la cave du Juif? Alors tu te dis, c'est pas vraiment très sérieux. Mais pourquoi est-ce que c'est quand même sérieux? Parce que nous avons une règle. Devarim shebalev enam dvarim. Quand on fait un acte d'un côté. Mais d'autre part, dans l'intention, il n'y a pas vraiment de volonté. Alors on dit que la pensée ne peut pas annuler un acte. Puisque l'acte de transaction commerciale, l'acte d'acquisition du goy, qui achète tout le hametz des Juifs, se fait en bonne et due forme, selon les règles de l'art, selon la loi, conformément à la loi, comme on vient de dire, par tous les moyens d'acquisition. Alors même si on sait très bien que le goy n'est pas vraiment très intéressé par cette acquisition, mais il a acheté. Qu'il le veuille ou pas, il a acheté. Le fait que dans le cœur, il n'y a pas de vraie volonté, c'est l'acte qui compte. C'est la raison pour laquelle on considère cette vente comme étant valable. Le Khatam Sofer dit que ça a été utilisé très souvent des contournements de la loi. Exemple. Vous savez qu'un ben Israël, une bat Israël, n'ont pas le droit de manger la terouma. La terouma, c'est que le Kohen qui peut manger. C'est kadosh. Un ben Israël qui mange la terouma, c'est très grave. Mais il fut une époque où il y avait de la famine. Rabbi Tarfon était Kohen. Quand il a vu cette sécheresse, cette famine, et que les gens mouraient de faim, alors il a épousé 300 femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a fait Kiddushin. Il ne les a pas touchées, mais il leur a donné une bague. Areat mekudeshet li, betabadzu kedat Moshe Israël, ou aret mekudeshet li, beprutazu, avec 10 agurot. Tiens. Pourquoi faire? Pour qu'elle soit considérée Eshet Kohen. Et elle peut manger la terouma. Ça veut dire qu'il trouvait des formules de contournement de la loi pour ne pas être hayav, pour ne pas avoir de issour. Alors bien qu'on savait que c'était juste un subterfuge, c'était une astuce, c'était une ruse, ce n'était pas vraiment qu'il avait envie de se marier avec elle. Mais si d'après la halakha c'est comme ça, eh bien c'est comme ça. C'est la forme de l'acte qui compte et pas le fond de l'intention. Voilà, Rabotai, donc, Be'ezrat Hashem, il y a des mahmirim qui se débarrassent du vrai chametz pour ne pas rentrer dans ce ressenti qui est désagréable de se dire je ne suis pas très sérieux, c'est-à-dire je vends avec l'intention de racheter après Pessah, ou le goy n'est pas très sérieux, il n'a pas vraiment envie d'acheter mon chametz, je préfère m'en abstenir. C'est comme ça que beaucoup de gens qui, par Yirat Shamaim, ont peur, se débarrassent du vrai chametz. Mais quand même, procède à la vente, parce que sait-on jamais, il y a peut-être des produits qui contiennent du chametz, si on n'en est même pas au courant,
il y a du Safek Hametz, il y a des choses qui sont discutables, et on n'a pas vérifié tous les produits, les médicaments, où il pourrait y avoir des sirops, des choses, toutes sortes de choses, des médicaments où il y a des enrobages qui pourraient contenir du glucose à base de céréales, toutes sortes de problèmes. Et à ce titre-là, on préfère vendre pour ne pas avoir de problème. Parce qu'après Pessah, si tu n'as pas vendu, même si tu as fait bitoul, le bitoul, l'annulation du hametz, l'abandon du hametz avant Pessah, te sauve du issour de Bali Raé. Mais malgré tout, Hachamim ont dit, par Knas, après Pessah, le hametz sera interdit. Tu ne pourras pas en profiter. Tu veux en profiter après Pessah, alors procède à la vente. Et donc, dans ce cas-là, il vaut mieux dire comme ça. Je vends tout le hametz qui se trouve concentré dans tel placard, dans tel endroit, et ainsi de suite. Et aussi, tout le hametz qu'il pourrait y avoir dans ma maison. Comme ça, même si jamais il y a un flacon de sirop, de médicament qui t'a échappé, qui était ailleurs que dans l'endroit où tu avais concentré ton hametz, que tu puisses en profiter après Pessah, alors ne limite pas et ne restreins pas l'objet de la vente. Sois plus large. Tu dis, je vends tout ce qui est là-bas, avec l'endroit, je lui loue l'emplacement et ainsi de suite, et tout le hametz éventuel qui se retrouverait dans ma maison. Surtout ne vendez pas les kelim. Ne dites pas, je vends toute ma vaisselle où il y a du hametz. Pourquoi ? Parce qu'après Pessah, vous serez contraint d'aller au mikvé pour le tremper à nouveau, puisque quand on achète les kelim d'un goy, eh bien, il faut les passer au mikvé. Donc surtout, ne pas commettre cette erreur. On vend le hametz qui est dans les kelim, mais pas les kelim. Bruchim tiou Pessah kasher vesameach. Alors, très très bien. Généralement, le Rav essaye d'avoir rendez-vous avec le goy 5 minutes après la fête. Comme ça, il essaye d'être rapide, de manière à ce que les gens qui vont se servir juste après, qui puissent déjà avoir acquis à nouveau leur hametz. Alors, il vaut mieux attendre 1 heure, 2 heures, quelque chose comme ça. Comme ça, on est sûr que le Rav a déjà racheté. Mais je vous dirai avec précision, je vais poser la question au Rav. Ah oui, non, mais on achète chez les Arabes. Il faudrait acheter la Motzae Hag. Je pense qu'il y a des vendeurs arabes, non ? Il n'y a pas ? Étant donné que, après Pessah, le hametz qui n'a pas été vendu au goy est interdit au profit, il ne faut acheter dans des magasins après Pessah du hametz que dans la mesure où il y a une terouda, comme quoi le hametz de ce magasin a été vendu en bonne et due forme par la rabbanout. Il ne faut pas acheter chez des gens qui malheureusement sont chilonim et qui n'ont pas vendu leur hametz pendant Pessah et il était chez eux. Ils ont transgressé le issour de Balira et Balimatzé. Ce hametz est frappé d'interdiction même après Pessah au profit. Donc il ne faut acheter du hametz dans un magasin dont le propriétaire est juif que dans la mesure où il a procédé à la vente du hametz avant Pessah par le biais de la rabbanout. Des whisky à Ben Gurion, pendant un certain temps, juste après la fête, les whiskies ne sont pas achetables. Par exemple, la société est une société hollandaise qui ne vend pas. À Duty Free, si ce sont des magasins dont les propriétaires sont juifs, eh bien, ils avaient du whisky qu'ils n'ont pas vendu. On peut pas acheter ce whisky après Pessah. Donc, il faut toujours être vigilant dans les premières semaines après Pessah, de savoir qu'on achète dans un magasin dont le hametz a été vendu.